Vous le savez, hein, le 28 mars prochain, nous serons à Brocéliande. Il va être question de druides. Eh bien, on va en parler également des mystères, des lignes druidiques et des autres secrets avec Sylvain Tristan. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Bob, bon, tu vas mieux, j'espère? Oui, ça va, ça va, ça va. On m'a trifouillé un petit peu dans la tuyauterie, mais ça va mieux. Bon, je suis ravi de t'accueillir. La première fois qu'on s'était parlé, on était encore sur Ado FM. Donc Oui. voilà, depuis on a fait pas mal de chemin, on est chez nous, on est heureux et on est libre et sans pub. Eh ben tant mieux. Bon, je rappelle que tu es spécialiste des anciennes civilisations, auteur donc des Lignes d'Or, paru en 2005. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Oui, C'est c'est un ça. ouvrage qui est un must pour tous ceux qui ont le sentiment que l'histoire ne s'est pas déroulée comme on nous l'a enseigné. Et souvent, après s'être plongé dans ce bouquin, on est assez stupéfait. C'est un peu le sentiment que tout le monde a, hein, à la lecture de ce bouquin, Sylvain. Oui, bah c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été réédité là l'an dernier, donc là chez JMG, parce que bon, il y avait une demande, le livre était épuisé. Et effectivement, depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai fait du chemin et des anciennes civilisations, je suis arrivé à la conclusion que finalement ces lignes d'or, ces secrets d'initiés, on les trouvait également dans des périodes beaucoup plus récentes, donc d'abord chez les druides, mais aussi depuis, dans toutes les périodes jusqu'à aujourd'hui. C'est D'accord. ça qui est la grande nouveauté de ces dernières années, c'est que finalement, ce savoir n'a jamais disparu. Tu parles des druides. Je disais tout à l'heure qu'on allait à Brocéliande le 28 mars. D'ailleurs, il Ouais. reste que 15 places, hein, donc dépêchez-vous de les réserver. Les druides, c'est quoi? Philosophes, des sages, des astronomes. Et quand je dis des astronomes, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que quand on parle de lignes d'or, fatalement, l'astrologie, ou l'astronomie, en tout cas pas l'astrologie, mais l'astronomie a une part importante. Ah oui, tout à fait. Donc déjà dès le temps de Jules César, hein, la description qu'on faisait des druides, c'était que c'était à la fois des géomètres accomplis, des astronomes qui avaient calculé qui connaissaient les astres et puis les dimensions du monde, donc probablement de la Terre. Et effectivement, cette géométrie que moi, que d'abord un Anglais, Alan Butler, a retrouvé et sur laquelle j'ai travaillé depuis maintenant de nombreuses années, j'ai constaté qu'elle était bien antérieure aux druides de César, Ouais. c'est-à-dire que le peuple mégalithique en faisait usage et que les druides eux-mêmes l'utilisaient couramment, ça fait aucun doute. Mais alors, quel était l'intérêt finalement? Quel a été l'intérêt de cette découverte en fait? Eh ben c'est bizarre en fait, c'est incroyable de penser qu'il y a 2000 ans en tout cas, au temps des druides, Ouais. on pouvait, et même avant bien sûr, on pouvait connaître les dimensions parfaites de la Terre et en tirer des unités de mesure. Alors l'intérêt, voilà, c'est ça, c'est que ils arrivaient à avoir des unités de mesure. Alors les druides, eux, ils avaient la lieue gauloise et on constate que la lieue gauloise, c'était pile un cinquantième d'un degré terrestre, mais vraiment pratiquement à la perfection. Ouais. Voilà, donc déjà l'intérêt c'est qu'ils avaient développé un système d'unité de mesure, Mhm. et puis leurs lieux sacrés, bien sûr, ils les faisaient sur les lignes d'or. Ce que j'appelle les lignes d'or, donc ou que j'appelle maintenant les lignes druidiques, Ouais. puisque donc je parle d'un savoir druidique qui a traversé les âges, les millénaires, de la période mégalithique jusqu'à aujourd'hui, en passant par les druides. Mhm. Donc ces lignes druidiques, ils bâtissaient par exemple, l'oppidum célèbre de Bibracte. Je crois où d'ailleurs François Mitterrand voulait se faire enterrer à un moment donné. C'est sur une ligne d'or, c'est même ou une ligne druidique, c'est-à-dire la ligne la plus importante en France, puisque alors à l'époque on appelait ça la Gaule, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'on a la fameuse Alésia de Vercingétorix où il a été défait par César, qui était la ville sacrée des druides, et puis la deuxième grande ville sacrée des druides, c'était Bibracte. Et Bibracte et Alésia sont toutes les deux sur cette ligne d'or, sur laquelle on trouve également Reims, où tous les rois de France ont été couronnés pratiquement, plus tard, et puis Troyes, la ville des Templiers, et les Templiers, on sait tous qu'ils avaient des secrets, et donc ils étaient probablement les héritiers des druides. D'accord. Alors, Voilà. il y a quelque chose qui est très important dans tout cela, c'est qu'on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que quand on considère que tout est millimétré, tout est calculé, ça veut dire qu'il y a eu un grand architecte qui a dessiné tout ça?
Ah oui, alors ça c'est la grande question. C'est-à-dire que les nombres utilisés dans la géométrie, que j'appelle à 366 degrés, donc fondés sur un calendrier au départ. Voilà pourquoi 366 degrés, et puis sans doute plus tard simplifié en 360, parce que c'est un nombre plus pratique. Eh bien, cette géométrie utilise trois chiffres, 366, 40 et 10. C'est des chiffres qu'on retrouve tout le temps. Et non seulement on les retrouve dans cette géométrie, ce qui est déjà assez étonnant et assez incroyable parce que pour des peuples anciens, mais ce qui est le plus incompréhensible, sans doute, c'est qu'on retrouve ces nombres également dans les proportions, les caractéristiques physiques de la Terre, de la Lune, du Soleil. On le retrouve également dans le corps humain ou dans la chimie de l'eau. Donc voilà, là, on arrive à quelque chose qui fait se demander si effectivement on n'a pas affaire à derrière tout ça, un grand architecte, si notre monde, en tout cas, semble parfaitement huilé. C'est comme si ces nombres étaient donc intégrés dans notre la physique, la biologie et donc la mécanique de notre univers, en tout cas de notre monde. C'est pour ça qu'on parle d'un grand architecte et justement la franc-maçonnerie aujourd'hui révère un grand architecte et justement il ne fait aucun doute pour moi que les francs-maçons, en tout cas les hauts rangs de la franc-maçonnerie, ceux qui sont vraiment initiés, mais tout en haut de la pyramide secrète, si je peux parler comme ça, eh bien, ce sont des héritiers des druides. Voilà, j'en suis absolument persuadé puisqu'ils laissent des indices un petit peu partout sur la planète, notamment en France, mais également dans plein d'autres pays. Alors, il y a un truc qui est aussi très très symptomatique de tout cela, c'est qu'on s'aperçoit que tu parlais de la Lune, tu parlais du Soleil, etc. En fait, que tout est intriqué finalement, tout est lié. C'est-à-dire que rien n'est là, je le disais au hasard, mais l'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est ça. C'est ça, ça va pas sans l'autre. C'est-à-dire que on prend par exemple le rapport entre la Lune et le Soleil. Ouais. On se rend compte qu'on retrouve dans l'astronomie, dans la mathématique même de l'univers, on retrouve le nombre 40 et 10. Alors par exemple, la Lune, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est également 400 fois plus proche que le Soleil, ce qui fait que les deux disques, vus de la Terre en tout cas justement, sont exactement équivalents, ce qui permet des éclipses absolument parfaites. Ouais, c'est ça. Eh oui, ça c'est extraordinaire. Donc ça c'est un exemple, mais si on prend la Lune et la Terre, on trouve 366 et 10. Si on trouve le Soleil et la Terre, on trouve 366 et 40. Et à chaque fois, on les trouve non seulement, pas seulement une fois, mais deux. Toutes les coïncidences numériques sont doubles, comme si vraiment on voulait marteler un message. Enfin, un grand architecte ou une civilisation, on va dire, ultra puissante, ultra développée, qui aurait, par exemple, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité, mais une hypothèse, une civilisation très très développée qui aurait voulu créer un monde parfait entre guillemets avec ces nombres, il n'aurait pas fait autrement, il aurait intégré dans la mécanique céleste ces trois nombres et c'est exactement ce qu'on observe dans notre univers. Alors, quand tu parles dans ce bouquin, quand on a préparé le dossier, on a évoqué également le yard mégalithique à Gizeh. Alors nous, on parle beaucoup de pyramides, du secret, du mystère, de la révélation des pyramides, ça dépend qui me parle, mais dans tous les cas, le yard mégalithique à Gizeh, tu veux parler de quoi ? Alors, le yard mégalithique, il faut peut-être rappeler, donc c'est vraiment l'origine de la géométrie 366. C'est-à-dire qu'on prend la Terre, on la divise en 366 parties égales, on trouve le degré mégalithique, qu'on va subdiviser, etc. Et puis on va arriver à la seconde d'arc, qui elle-même, au magie ou au hasard, on va dire, mais c'est pas un hasard, on la redivise en 366 et on trouve une unité de mesure qui fait à peu près 83 cm, un tout petit peu moins. Et voilà, donc c'est une subdivision parfaite de la circonférence terrestre. Et cette unité de mesure, on la trouve dans Stonehenge, Avebury, Karnak, enfin tous les temples mégalithiques, etc. On la trouve partout. Bon, ça, c'est pour l'Europe occidentale, on va dire. Mais la nouveauté, c'est que effectivement, on la trouve également dans la grande pyramide de Khéops. Alors, la grande pyramide de Khéops, ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Elle fait 280 coudées de haut. Mais en largeur, à la base, elle fait 280 yards mégalithiques. Alors,
première question, pourquoi 280? Moi, je pense avoir une réponse, en tout cas, j'ai une hypothèse, c'est que 280, c'est également 40, et là on retrouve à nouveau le nombre 40, Ouais. 40 semaines, c'est la durée de gestation. Donc 280 jours, c'est la durée de gestation humaine. Comme si on avait voulu, entre autres, dans la Grande Pyramide, rendre hommage ou laisser un message. Le nombre de jours qu'il faut pour créer un enfant est à peu près de 280 jours. Voilà, avant qu'il naisse. Et alors, donc je reviens à ce yard mégalithique. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc on a 280 yards mégalithiques à la base de la Grande Pyramide, mais c'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas très loin, à peu près une petite dizaine de kilomètres de la Grande Pyramide, Ouais. on a la pyramide de Djedefre. Et la pyramide de Djedefre, qui est aujourd'hui un tas de ruines, mais qui est bien connue des archéologues, eh bien, elle se trouve, par rapport à la Grande Pyramide, à 10 000 yards mégalithiques. 10 000. Alors, ça, déjà, c'est quelque chose qui... Voilà, moi je refuse de croire à un hasard. Bon, on me dit toujours, mais oui, ça peut être le hasard, etc. Oui, parce que les plus sceptiques vont dire on arrive toujours à trouver Voilà. quelque chose qui coïncide et correctement avec les uns et les autres événements ou les autres lieux, tu vois. Alors, je suis d'accord, il faut toujours avoir un œil critique, etc. On peut toujours trouver des hasards. Sauf que là, dans le cas de la base, 280 yards mégalithiques, c'est corroboré par le fait que la hauteur soit de 280 coudées. On retrouve exactement le même nombre. Quant aux 10 000 yards mégalithiques pour aller à la pyramide de Djedefre, qui, je crois, aurait été un des fils de Khéops. Donc, on n'est pas en train de parler de n'importe quelle pyramide. On parle de la pyramide qui, donc, ce serait celle du fils de Khéops. Bien, elle est à 10 000 yards mégalithiques. Mais c'est pas tout. Si on poursuit la ligne, c'est-à-dire on prend le centre de la Grande Pyramide et on trace une ligne sur le globe qui passe par le centre de la pyramide de Djedefre. Eh bien, si on multiplie cette ligne par 366, donc je dis bien 366, c'est encore une fois pas un nombre neutre, puisque c'est vraiment le nombre que je retrouve partout, on arrive sur l'Alésia en France, dont je parle dans les lignes d'or, c'est-à-dire l'Alésia que j'évoquais tout à l'heure, la ville sacrée des druides, qui se trouve sur cette fameuse ligne d'or de Reims, de Troyes, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a une ligne des pyramides en France, quoi, en fait. Alors ça, alors il y a deux lignes. Alors ça, c'est la ligne, on va dire, qui relie Alésia et à la Grande Pyramide et à celle de Djedefre, qui fait 10 000 yards mégalithiques fois 366, ce qui est déjà superbe en soi. Mais il y a une autre ligne des pyramides en France, et je l'évoquais, je crois, il y a 2 ans déjà avec toi. On a en France plusieurs pyramides. Alors, hormis celle du Louvre, on a 3 pyramides. On a la pyramide du Parc Monceau à Paris, qui est une petite pyramide maçonnique de la fin du 18e. Ouais, c'est ça. On a une deuxième pyramide maçonnique qui est à côté de Nice, c'est la pyramide de Falicon. Et puis, on a entre les deux, on a la pyramide de Couart à côté d'Autun. Donc Autun, il faut savoir que c'est une ville fondée par les Romains et que c'est, à mon sens, une ville druidique parce que déjà la pyramide, elle est dédiée à un druide. Et puis cette ville d'Autun, elle remplace justement à l'époque, lors de l'invasion romaine, elle remplace Bibracte. Eh bien, ces 3 pyramides sont rigoureusement alignées, d'une part, et d'autre part, le point de départ de cette ligne, c'est justement une ligne d'or sur la côte normande. Alors donc, on passe au-dessus de Paris. C'est une ville également, donc Lutèce a été fondée par les Gaulois. Donc je pense aussi que c'est une ville druidique. Je pense pas que les Romains l'aient fondée là par hasard, mais plutôt sur le Conseil des druides. Et donc voilà, on a ces 3 pyramides. On a Autun, donc etc. Et il faut dire une chose quand même très importante, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire que la pyramide de Couart, qui est à mi-chemin, pas mi-chemin, mais qui est entre les deux autres, est à la section dorée, donc 1,618, le nombre d'or, par rapport aux 2 autres qui ont été construites après. Donc on a bâti ces pyramides selon la géométrie à 366 degrés, parce qu'on part d'une ligne d'or, et puis évidemment, on trouve toujours donc le nombre 366, et puis la connaissance du nombre d'or phi, qu'on retrouve également dans la Grande Pyramide. Donc c'est toujours les mêmes nombres, toujours la même connaissance secrète. Alors c'est fascinant parce que ça veut dire aussi que si tout ça a été positionné aussi précisément, ça veut dire que derrière, il y a des architectes qui étaient eux initiés et savaient le positionnement exact de ces monuments, ou en tout cas des monuments sur lesquels ils devaient travailler.
absolument. C'est vraiment, on a quelque chose, on a une connaissance secrète qui se perpétue depuis très longtemps. Et en fait, si tu veux, les indices, ils en mettent là où ils peuvent. Alors, moi, un truc, voilà, un petit scoop, là, ce que je pourrais révéler aujourd'hui, là, qui va être dans mon prochain livre, apparaître, c'est que, donc j'ai parlé de la ligne d'or qui passe par les Alésias, Reims et Troyes, et puis de la ligne des pyramides. C'est pour moi les deux. Alors, cette ligne des pyramides, il faut savoir que c'est pas une ligne comme les autres, puisqu'elle est, elle n'est pas nord-sud ou est-ouest, hein, comme les autres méridiens ou parallèles d'or, qui sont donc les parallèles, les méridiens ancestraux, en tout cas secrets. Là, cette ligne, elle est inclinée par rapport à la verticale à justement 36 degrés. Or, 36 degrés, c'est 36,6, on retrouve 366, hein, c'est 36,6 degrés mégalithiques. Donc déjà, c'est pas le hasard. Cette ligne a été parfaitement orientée, toujours suivant la même connaissance, le même nombre. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette ligne des pyramides, elle croise en Bourgogne, elle croise à un moment donné la fameuse ligne d'or des Alésias. Wow. Alors je me suis dit, il y a forcément quelque chose à l'intersection. Alors je regarde comme ça, et puis là, qu'est-ce que je trouve? Un lac. Je me dis, tiens, on tombe dans l'eau, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ma théorie fait plouf? Et là, en fait, qu'est-ce que je vois? Que c'est un lac artificiel. C'est le lac des Cétons. Alors je m'intéresse un petit peu à ce lac des Cétons, et je vois que c'est un lac qui a été totalement fabriqué par la main de l'homme au XIXe siècle. Et je m'aperçois également que justement celui qui l'a fait, c'est un franc-maçon, haut placé de la franc-maçonnerie, tiens. Et puis, cerise sur le gâteau, ils ont décidé de faire que ce lac fasse 366 hectares. Ah bah tiens, par hasard, comme par hasard, tiens. Ben voilà, alors ça m'amuse beaucoup, voilà, toujours la même chose, donc ils veulent marquer de leurs griffes. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est ce besoin toujours de marquer le territoire par leur nombre, par leur connaissance, par leurs mathématiques. C'est un truc de dingue, parce que on va s'apercevoir au fil de notre conversation que ça va même au-delà des frontières françaises. Hein. C'est-à-dire que ça nous emmène en Angleterre, ça nous emmène aussi aux États-Unis, ça nous emmène un petit peu partout finalement, ces lignes d'or. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et quand je te disais à l'étranger, tu évoques également le grand sceau des États-Unis qui dépeint une pyramide française. Oui. Alors le grand sceau des États-Unis, hein, qui est très connu parce qu'on le trouve sur le billet de $1. Je ne sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. A cette espèce de pyramide avec un œil qui est l'œil qui voit tout, là, l'œil. Les francs-maçons, là. Voilà, c'est ça, l'œil maçonnique. Et puis cette fameuse pyramide qui n'est pas vraiment finie. Et cette pyramide, elle ressemble pas vraiment à la pyramide de Gizeh. Elle est beaucoup plus, elle est plus allongée. Voilà. Tu vois, elle est assez fine. Et bien cette pyramide, elle ressemble étrangement à la pyramide justement du parc Monceau à Paris. Cette petite pyramide maçonnique de la fin du XVIIIe. Et je me suis un petit peu penché sur la question et j'ai constaté une chose, c'est que à l'époque de sa construction, Benjamin Franklin, le fameux un Américain qui était ambassadeur des États-Unis en France à l'époque, il a passé quelques années en France, justement juste après sa construction. Or, on sait qu'il y avait des réunions maçonniques qui se tenaient juste à côté de la pyramide, dans une espèce de salle souterraine. Ça, c'est totalement connu et vérifiable. Et on l'avait fait d'ailleurs grand maître de la loge à l'époque. Et voilà, on sait que Franklin communiquait avec par son père. Il connaissait quelqu'un qui justement allait s'avérer être l'artiste qui allait créer la fameuse pyramide pour le sceau des États-Unis. C'est-à-dire que son père, par son père, on sait qu'il s'écrivait, etc. à cette époque. Et c'est justement quelques années après, le sceau des États-Unis est créé et l'artiste fait cette même pyramide. Donc on peut penser très sérieusement que cette pyramide a été inspirée directement par la pyramide maçonnique du parc Monceau à Paris. Moi, j'adore ce genre ça m'emmène très très loin dans l'imagination. Et puis, c'est Benjamin Gates, tu vois ce que je veux dire? J'ai la sensation, si tu veux, qu'on part à la découverte de choses assez incroyables. Et puis, ce qui est toujours fascinant, c'est qu'au fil du temps, il y a toujours, en fait, tu sais, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, celui qui porte la flamme. C'est-à-dire que de génération en génération, il y a toujours un porteur de flamme qui va aller faire soit un monument, parce que on parlait de la pyramide du Louvre, elle est pas vieille, cette pyramide du Louvre.
Louvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, quand elle a été oui. mise là là, c'était pas par hasard. C'est qu'on savait qu'il y avait quelque chose. En plus, Mitterrand, bon, était fasciné par l'égyptologie, etc. En plus, il a aligné même la Grande Arche. Enfin, voilà. Donc, il y a Ah plein de oui, choses. alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur Mitterrand. Évidemment, là, on a un initié par excellence, hein, si Ouais, tu veux en ouais, parler. ouais. Mitterrand, c'est quelqu'un qui vraiment a laissé, un de ceux qui récemment a laissé le plus de traces. Alors officiellement, hein, il n'a jamais été franc-maçon. Mais Hum, bon, on sait que les francs-maçons ne sont pas du tout tenus de se révéler comme tels. ouais, Donc, en fait, toute son histoire tourne autour de secrets, hein. ouais, Une fille cachée, une maladie cachée, et puis très certainement une franc-maçonnerie. Alors en tout cas, j'ai envie de dire même un savoir druidique, puisque pour moi, donc les hauts rangs de la franc-maçonnerie, ce sont les héritiers directs des druides. Ce sont ceux qui sont les porteurs aujourd'hui de cette connaissance. Alors si lui n'était pas franc-maçon, alors il avait des conseillers directs qui étaient ouais. des francs-maçons, parce que bon, tu parlais de la Grande Arche. Hum, Ça, c'est un truc aussi. C'est voilà, j'en parle dans mon prochain livre là, hein, qui devrait normalement sortir en Angleterre d'ici peu, D'accord. et qui s'appellera Numbers of the Gods, hein, c'est-à-dire les nombres des dieux, et Ouais. que bien sûr je traduirai en français, et dans lequel je parle pas mal de Mitterrand et notamment de la Grande Arche. Parce que donc, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, Cergy aussi, Cergy Oui. en France, est un point clé. Hum, Et donc, on sait que Cergy, c'est une ville nouvelle qui a été où on a fait un quartier qui s'appelle l'Axe Majeur. Et l'Axe Majeur, il révèle plein de surprises. Et notamment, alors, en partant en partant de Cergy, on peut, alors, comment dire, pour simplifier, on a un axe majeur qui pointe. Moi, j'ai découvert ça directement sur la pyramide de Couard, hein. Donc encore une fois, l'axe majeur, je croyais au départ, moi, qu'il pointait sur la roche de Solutré. ah oui. En fait, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que l'axe majeur, si on le prolonge, on arrive pile sur la fameuse pyramide de Couard. Et on a cette fameuse île astronomique Mhm. qui est à Cergy, hein, qui est cette île parfaitement circulaire dans le lac artificiel de Cergy. Et cette île, on peut faire deux tangentes, c'est-à-dire qu'on peut prendre la tangente, on va dire ouest, et la tangente est, suivant le côté par rapport auquel on se place. Et effectivement, si on prend la tangente ouest, on arrive, on fait 366 km, hein, c'est aussi simple que ça, pile, et on arrive sur la roche de Solutré, que évidemment François Mitterrand gravissait chaque année. Voilà. C'est dingue. 366 encore une fois. Et il est partout. Alors, si on prend par contre l'autre tangente, et c'est là que ça devient rigolo, on prend l'autre tangente, on part toujours de cette fameuse tour belvédère, hein, qui fait 36 mètres de haut, entre parenthèses, donc à Cergy, et puis on pointe sur la deuxième tangente, ce que j'appelle la tangente est, et là on arrive, au hasard fabuleux, sur la fameuse Grande Arche de la Défense, d'une part, donc il y a une espèce de hypercube modélisé, bon, et puis évidemment voulu et choisi par Mitterrand. Et puis, si on continue, là on arrive, et là c'est pas mal non plus, sur la seule église faite à la fin du XXe siècle à Paris, dans le XVe, on arrive sur Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Donc, Grande Arche de la Défense, Mhm. et Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, qui elle-même est également en forme de cube. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est en forme de cube, avec un espèce de clocher moderne qui est en fait une sorte d'antenne. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Non. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir cette très mystérieuse église. Bah, je vais tout de suite taper sur Internet pour voir Ah un peu ouais, c'est l'image. Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans le 15e, et cette espèce d'antenne fait 37 mètres de haut officiellement. Moi, je pense qu'elle fait en fait 36,6 mètres. Je ne suis pas monté vérifier, hein, mais puisque à chaque fois, évidemment, on retrouve les mêmes nombres. Et cette église, c'est là pour la petite histoire, elle a été voulue dès le départ par Mitterrand. Elle faisait partie du projet défense. D'accord. C'est-à-dire que Mitterrand savait très bien ce qu'il faisait. Quand il a voulu une grande arche à la Défense, Ouais. quand il a voulu cette petite église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, il savait très bien ce qu'il faisait, puisque c'était un axe parfait qui part de Cergy. Et D'accord. puis, on peut encore rajouter des choses, mais il y en a tellement. La distance entre Cergy et puis la Grande Arche, c'est la section dorée de 36,6 km. Ouais. De même que si on prend la petite île la petite île qui est dans le lac de Cergy et qu'on trace un autre axe, ça j'en avais déjà parlé il y a 2 ans, on arrive à Alésia.
et puis on a la section dorée de 366 km. Enfin, je veux dire, on peut prendre le problème comme on veut, on trouve toujours le nombre d'or et 366. Eh bien, écoute, on va faire un break dans cette discussion fascinante, Sylvain, Tristan, et on se retrouve dans un instant. Si vous êtes intéressé par eh bien les lignes d'or, sachez que le bouquin est ressorti et réédité chez JMG. Les lignes d'or, donc un ouvrage incroyable, voilà, qui nous met face à quelque chose d'extraordinaire, le non-hasard. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs de 21h à minuit sur BTLV. Après, plus rien ne sera jamais pareil. On parle avec Sylvain Tristan de Druides et on va en rencontrer notamment Jean-Claude Capelli avec lequel nous avons fait une émission il y a une quinzaine de jours que je vous invite à écouter si c'est pas encore fait. Nous serons à Brocéliande, en pleine forêt magique, mythique, la preuve. Le 28 mars prochain, partez avec BTLV dans la forêt de Brocéliande sur les traces du roi Arthur. Visite de l'église du Graal, découverte des histoires mystérieuses de la forêt, enregistrement de l'émission Bob vous dit toute la vérité, et pour finir, un banquet géant accompagné de légendes celtiques et de contes bardiques. Le 28 mars, offrez-vous le rêve. Découvrez la forêt de Brocéliande avec BTLV. Renseignements et réservations sur bob-toutlavérité.fr, onglet boutique. 15, c'est le nombre de places qui reste à peine. Donc dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, d'autant qu'il vous reste un mois et demi pour réserver et ça va aller très 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 vite. Plus on est de fou, plus on rit. Vous serez 100 à m'accompagner, voilà, en pèlerinage breton puisque nous partirons en pleine forêt, nous irons à la découverte de l'église du Graal et puis on fera l'émission et puis le soir, magnifique, le banquet, saucisson, cotillon, serpentin et puis Mathieu bien sûr que vous verrez au buffet debout. Autour des crêpes. En train de manger au son des contes celtiques et bardiques. Donc voilà, très belle journée en perspective qui va nous mener de 13h jusqu'à 1h du matin. Le 11 février, c'est-à-dire dans quelques jours, j'aurai le plaisir de recevoir, comme je le fais tous les 15 jours, Anne Tuffigo. Et cette fois-ci, elle sera là pour parler avec vos défunts. Extrait. Un être cher vous manque? Tous les mois, Anne Tuffigo contacte vos défunts sur BTLV. Ils sont décédés en 2013. Alors mon papa est décédé le 7 août 2013 et ma maman 3 mois après, le 10 novembre 2013. Oui, je vais essayer de vous dire ce que je ressens et j'entends, Magali. Déjà, c'est une terrible épreuve de vie que de perdre respectivement à 3 mois d'écart ses parents. Oui. Mais comme vous le savez, les âmes sœurs, quand elles arrivent ici-bas ensemble, elles ont à cœur de repartir ensemble, très souvent. J'avais vraiment un conseil par rapport à vous, Magali, notamment votre maman. Elle me parle de votre rôle auprès des enfants, Magali. Ben, en fait, j'ai quitté mon travail de serveuse et là, je voudrais passer le concours d'auxiliaire de puériculture. C'est ça. Dit également que vous allez, je la cite, vous prendre un peu la tête sur les cahiers et sur l'apprentissage. Tout à fait. Je reprends l'école cette année, en fait. Un être cher vous manque? Tous les mois, Anne Tuffigo contacte vos défunts sur BTLV. Et pour participer à la prochaine émission, il vous suffit d'envoyer les photos de vos défunts à contact@bob-toutlavérité.fr. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie. Tous les soirs sur BTLV, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Sylvain Tristan est avec moi ce soir. Il nous reste 13 minutes, Sylvain, pour continuer à évoquer ces lignes d'or, lignes qui font ce bouquin, hein, lignes d'or sorti en 2005, réédité chez JMG, pour tout savoir un petit peu sur, comme je le disais, sur le non-hasard. C'est-à-dire qu'on a toujours la sensation que on est oh tiens, c'est une coïncidence, oh tiens, c'est un hasard. Et finalement, on s'aperçoit que depuis toujours, il y a eu quelques initiés. Alors la grande question, c'est initié par qui? Moi, c'est toujours, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un initié de départ. Et qui, voilà, qui était-il et comment a-t-il été et par qui a-t-il été initié? Ça c'est la grande question finalement. Ah oui, bah ça, Bob, moi j'aimerais bien le savoir. Eh ben oui. Mais le problème, c'est que on remonte très loin, et puis on a au départ cette connaissance, mais on ne sait pas d'où elle vient. Ouais, alors est-ce qu'elle a été découverte, est-ce qu'elle a été donnée? Ça, évidemment, moi, j'ai pas la réponse. Tout ce que je constate, voilà, c'est que ça existe aujourd'hui et que ça continue. Voilà, à l'heure où on parle, il y a des gens qui savent et qui continuent à
comment dire, à donner la preuve à travers l'architecture, dans les paysages, dans les constructions de cette connaissance et qui la perpétue sans doute pour très longtemps encore. Ouais. Alors, on parlait du 366 qui est partout, 366 km, 366 degrés, etc. Et puis il y a aussi quelque chose, tu parles des 36 000 communes en France. Oui, alors même 36 600, c'est-à-dire ce qui est curieusement en France, on a à peu près 36 600 communes et donc faut bien le dire, c'est un des pays où il y a le plus de communes, il y en a à peu près 4 fois plus que la moyenne européenne. On en a beaucoup, plein de petites communes. Comme si on avait voulu multiplier le nombre pour arriver à 366. Je sais pas, et je veux bien que ça soit un hasard, mais c'est très curieux parce que, par exemple, si on prend la fameuse ligne, le méridien de Paris. Eh bien, la méridienne de Paris, qu'on appelle maintenant la méridienne verte, parce qu'en l'an 2000, on a voulu planter des arbres tout le long de cette méridienne. Elle traverse, bon, alors ça va changer, mais elle traverse 22 régions, je ne sais plus combien de départements, mais quand on fait l'addition, hop, on retombe sur 366, c'est-à-dire on additionne le nombre de régions et le nombre de départements. Je crois qu'on arrive à 365 et puis on se dit c'est aussi un pays et on arrive à 366. Alors ça c'est anecdotique, mais 36 600 communes, voilà, moi je me dis tiens c'est curieux. On pourrait même parler de la forme même de la France. On a un hexagone, on parle souvent de l'hexagone. Or, si on prend le symbole maçonnique, c'est-à-dire le compas et l'équerre, eh ben on constate que ça s'emboîte bien dans la forme de la France, comme si on avait voulu à travers les âges forger un pays qui fasse justement référence indirectement au symbole maçonnique. Voilà, un hexagone. Alors, au-delà des frontières, on peut voir, on a vu tout à l'heure avec le billet américain de $1, la pyramide qui est sur ce billet inspirée de celle du parc Monceau, etc. Et puis, puisqu'on parle d'argent, il y a aussi la livre anglaise qui, selon toi, est française. Oui, alors, c'est pas seulement l'argent, c'est au niveau de la masse, la livre. Ah, d'accord, carrément. Voilà, oui, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que si on prend, si on subdivise la Terre en parties égales, en 366 parties égales, mais cette fois on va prendre comme des petits quartiers d'orange, et si on voulait peser un quartier qui fasse un 366e de la Terre, si on le mettait sur une balance gigantesque, on constaterait que ça fait 10 puissance 20 livres anglaises, c'est-à-dire un 10 avec 20 zéros, ou un 1 avec 20 zéros plutôt. Donc un nombre parfaitement rond quand il est en livre anglaise. Or, la livre anglaise, elle a un nom curieusement français, avoir du poids. Et ça vient de la ville de Troyes. Et comme d'habitude, on revient à la ville de Troyes. Moi, j'irais même plus loin pour la ville de Troyes. Tous les chemins un petit peu mènent à Troyes. Donc on a parlé des Templiers, la ligne d'or, et on pourrait dire aussi l'axe historique français. On parlait de la pyramide du Louvre tout à l'heure. Bon, si on part de la Grande Arche de la Défense et qu'on va à la pyramide du Louvre, 2 ouvrages faits par Mitterrand, qui confirment, on va dire, le fameux axe historique, donc les Champs-Élysées, etc., les Tuileries, qui est connu depuis plusieurs siècles à Paris. Cet axe historique, moi, à ma connaissance, j'ai vu personne s'y intéresser. J'ai regardé un peu sur Internet ou dans des livres, personne n'a jamais donné la clé. Alors je me suis dit, je vais prolonger cet axe historique. Eh bien, je l'ai prolongé donc vers l'est, et qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'on arrivait pile sur la cathédrale de Troyes. Ah oui. Et ça, apparemment, j'en parle dans mon prochain livre, ça n'avait jamais été découvert. Même moi, il m'a fallu des années avant de voir ça. Donc, encore une fois, Troyes est une ville clé. Voilà, on a créé la livre anglaise vraisemblablement à Troyes. Et cette livre anglaise, elle est basée sur la géométrie mégalithique, une fois de plus. Alors malgré tout, encore une fois, on se posait la question de savoir d'où vient le savoir, justement, la connaissance, et à quoi elle sert. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de hasard, si tout est là, pourquoi? Quand on regarde les pyramides, et notamment toutes les suppositions, on se dit que c'est une horloge, etc., qu'elle est en lien avec les étoiles, avec l'astronomie, etc. À quoi serviraient finalement toutes ces lignes? Est-ce que ce serait un effet miroir pour que quelqu'un là-haut puisse regarder, observer?
Alors écoute, c'est très intéressant que tu parles des pyramides parce que justement, tous les chemins aussi mènent, enfin beaucoup de chemins mènent à la Grande Pyramide. On en parlait tout à l'heure, mais il faut savoir que Gizeh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors là, je crois que je vais révéler un scoop là parce que j'en parle pas dans les lignes d'or, j'en parle dans mon prochain livre qui va paraître bientôt. Et là, bon ben, en exclusivité, je peux enfin en parler parce que là, je pouvais pas trop jusqu'à maintenant. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose d'absolument fondamental à Gizeh. C'est-à-dire, je m'explique, si on prend le temple mégalithique de Newgrange, Newgrange, c'est le temple mégalithique par excellence de toute l'Irlande. C'est un énorme temple funéraire, ou funéraire, on ne sait pas trop d'ailleurs, circulaire. Si on prend la distance entre ce lieu clé de l'Irlande et ce lieu clé de l'Égypte, qui est la pyramide de Gizeh, déjà, ça, bon, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'est connu. Ça fait 1/10 de la circonférence terrestre. Ouais. Pile 1/10. Alors, quand je dis pile, c'est vraiment un truc fabuleux. C'est-à-dire que c'est parfait. Comme si on avait voulu, alors je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses, est-ce qu'on a construit Newgrange avant, ou la pyramide de Gizeh avant, parce qu'il y a plusieurs écoles, etc., peu importe. En tout cas, on a 1/10 de la circonférence terrestre. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que si on prend on part de Gizeh, et que donc on se dirige vers Newgrange, on va tomber à un moment sur la mer, sur la Méditerranée. Eh bien, donc la distance entre la pyramide de Gizeh et la côte en Égypte, c'est justement 180 km. Or, 180 km, donc 180, on est bien d'accord, c'est la moitié de 360, c'est un nombre clé dans la géométrie du cercle. Et le kilomètre, ça Jacques Grimaud en parle beaucoup dans son film La Révélation des pyramides, le kilomètre et le mètre font partie intégrante de la Grande Pyramide. Ouais. Bon, ça c'est une chose. Et maintenant, la nouveauté, c'est que j'ai découvert que récemment, Astana, la capitale du Kazakhstan, depuis seulement 97, donc c'est très récent, on construit à tout va là-bas, on a notamment des grands architectes anglais, dont certains sont évidemment dans les hauts rangs de la franc-maçonnerie, donc c'est même pas un secret, qui ont construit un palais présidentiel, une pyramide de verre, la fameuse pyramide de la paix, une énorme colombe aussi au sol. Et donc déjà, alors, on a le nombre 366, je vais prendre un exemple simple, à Astana, entre le palais présidentiel et la pyramide, ça fait 4 fois 366 yards mégalithiques, la distance. Et puis, le bec de cette fameuse colombe est à la section dorée entre le palais et la pyramide, déjà. Mais là où ça devient absolument fabuleux, mon cher Bob, c'est que si tu prends la distance entre la pyramide d'Astana et la pyramide de Gizeh, tu trouves également presque, je dis bien presque, je vais m'expliquer pourquoi, le 10e de la circonférence terrestre, de façon symétrique à Newgrange. Ah oui. Et pourquoi presque? Eh bien c'est simple, c'est parce que cette fois, il faut raisonner non pas en 360 degrés, mais avec la géométrie secrète à 366. Si tu divises cette fameuse distance par rapport à Gizeh jusqu'à la pyramide d'Astana, si tu la divises par 360 et tu la reconvertis, donc tu la remultiplies par 366, donc degrés mégalithiques, tu trouves, encore une fois, 1/10 pile de la circonférence terrestre. Quand je dis pile, c'est vraiment 99,9992%, ou 992, voilà. C'est un truc incroyable. Et cerise sur le gâteau, de même qu'on croisait la côte, si on prenait, en partant de Gizeh, on survole la Méditerranée et on arrive sur la côte à 183 kilomètres. Pile, encore une fois, 183 étant évidemment la moitié de 366. Donc, tout a été calculé. Ouais. Tout a été calculé, je ne vais pas dire au millimètre, mais au mètre près, puisque tout est absolument parfait. On a symboliquement, sur la Terre, une espèce de grand équerre, puisqu'on a un quasi-angle droit entre Newgrange, Gizeh et Astana, ouais. Et avec des monuments qui le marquent, la géométrie, les nombres, donc l'utilisation du kilomètre, le nombre 366, etc., etc. Et évidemment, la côte, elle, est circulaire, ouais. Et donc, on a, de façon symbolique, l'équerre et le compas maçonnique. Fatalement, ouais. Fatalement. Alors, quand on évoque aussi ces lignes d'or,
ces nombres d'or, etc., on ne peut pas passer à côté des cathédrales. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les plus belles cathédrales d'Europe de l'Ouest sont bâties sur des lignes d'or. Et oui, parce que de fait, la plupart des villes occidentales, enfin en tout cas du nord de la France, sont sur des lignes d'or. Et donc souvent, elles ont des cathédrales. Alors ça marche en France, mais on a également des cathédrales anglaises ou allemandes. Voilà, Cologne est sur une ligne d'or, Ulm, Münster, et puis les cathédrales. Voilà, elles sont également le témoin de cette connaissance, exactement comme. Donc, ce qui était vrai au Moyen Âge est également vrai aujourd'hui avec Astana. On a une continuité à travers les époques, toujours le même savoir, toujours relaté plus ou moins de la même façon. Pour les initiés, en tout cas, ou ceux qui savent voir, comme nous. Alors, on parlait tout à l'heure du but final, finalement, parce que, encore une fois, est-ce que tu penses qu'il y a une finalité à tout ça? Alors la finalité, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui finalement nous mène souvent à la Grande Pyramide, et peut-être qu'effectivement la réponse, moi je n'ai que des éléments parcellaires, mais peut-être que effectivement on pourrait penser à une catastrophe solaire récurrente, etc., une inversion des pôles qui pourrait mettre les gens en danger, et qui fait que voilà, il faut conserver des connaissances géométriques pour le futur, donc d'une part d'avoir des moyens de se prémunir contre les catastrophes, peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, mais et à la fois comment dire, construire des choses gigantesques avec une mathématique ordonnée, pour que après une catastrophe, on puisse retrouver les traces, et si par exemple il y a beaucoup de morts, qu'on puisse redeviner, recomprendre la géométrie pour ne pas l'oublier. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les Mayas ont construit des monuments aussi grandioses, que les Égyptiens ont construit ces pyramides, si bien que si c'est eux qui les ont construites. Mais dans tous les cas, voilà, en étant comment dire, très préoccupés par l'avenir de la planète, en se disant peut-être que notre civilisation va s'éteindre, il faudra qu'il y ait un héritage, que les générations futures puissent se rappeler qu'on a été là, ou qu'il y a eu avant eux une civilisation. Ben oui, c'est sans doute une grande partie de la réponse. On a besoin de ces initiés pour qu'ils conservent cette connaissance et qu'elle ne s'oublie jamais. Et que voilà, donc on sait qu'il y a eu des catastrophes, on sait qu'il y en aura d'autres. La Terre n'est pas à l'abri de catastrophes cosmiques, et donc voilà, il faut conserver en dur, avec de la pierre, des choses mathématiques, donc des choses qui peuvent ensuite, par déduction logique, se retrouver facilement, à mon avis. C'est fascinant, c'est toujours fascinant d'évoquer cela, d'autant que on peut regarder en fait beaucoup de points. C'est-à-dire que on sait très bien que les francs-maçons sont les héritiers des Templiers, donc c'est pas par hasard si le compas, tout cela est lié. On s'aperçoit également que des francs-maçons, comme ils sont partout dans le monde, fatalement on retrouve ici ou là des nombres comme le 366 à Washington-New York, 366 km. Là aussi, c'est pas un hasard. Eh oui, c'est très amusant de constater que quand même les deux villes principales, les plus connues en tout cas de l'Est des États-Unis, Washington et New York, sont... il suffit d'aller sur Google Maps pour s'en convaincre. On regarde la distance par la route, on trouve 366 km. Voilà, c'est amusant. Hein. On peut dire la même chose en France si par exemple on prend le château de Vaux-le-Vicomte, le fameux château de Nicolas Fouquet, et qu'on poursuit son axe, hop, on tombe à Marseillan, plage, sur la Méditerranée, et cette fois 366 miles. D'accord. Voilà, il joue avec les unités de mesure, mais quelle que soit l'unité de mesure, on retrouve toujours les mêmes nombres. Et voilà, c'est très curieux. Il y a un secret d'ailleurs, le grand secret de Nicolas Fouquet et Nicolas Poussin, une mystérieuse lettre. Oui, alors cette fameuse lettre, elle intrigue les historiens depuis très longtemps et personne n'a compris. Nicolas Poussin, donc lui, qui était le fameux peintre, le célèbre peintre français, il s'était exilé à Rome,
Donc ça, c'était au XVIIe siècle. Et puis, il reçoit la visite d'un des frères Fouquet, qui est le frère de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV. Et puis, il y a une lettre mystérieuse qui parle d'un grand secret qui n'a jamais été expliqué, en disant, voilà, mon cher frère, Poussin m'a parlé de choses que les rois n'arriveraient pas à lui arracher, un secret très curieux et qui sans doute ne sera jamais redécouvert et qui pourrait apporter une fortune absolument considérable. Il reste très évasif, on ne sait pas de quel secret il s'agit, mais ce qu'il semble avéré, c'est que ce secret est lié de près ou de loin, et moi je pense plutôt de près, à cette géométrie que j'évoque depuis le début de l'émission. Ne serait-ce que, par exemple, le fameux axe tout à l'heure que j'évoquais entre Cergy et Alésia, il passe directement au-dessus du château de Vaux-le-Vicomte. Entre parenthèses, il passe aussi au-dessus de l'appartement secret parfaitement, l'appartement secret de François Mitterrand, rue Frédéric Leplay à Paris. Voilà, c'est très amusant. Il passe également au-dessus de la tour Montparnasse. Je veux dire, la tour Montparnasse, c'est quand même le plus haut point la plus haute tour de Paris intramuros, et puis hop, on tombe pile dessus. Donc je veux bien, moi, que ça soit des hasards, mais non, on a affaire à une connaissance qui se perpétue, et je pense que Poussin et Nicolas Fouquet, si Nicolas Fouquet a été arrêté par Louis XIV, et qu'il a été mis donc dans une cellule jusqu'à la fin de ses jours, c'est parce qu'il avait découvert ce secret. Et pour la petite histoire, Bob, c'est que Nicolas Fouquet, il a été enfermé à Pignerol. Eh bien, tiens-toi bien, Pignerol, c'est en Italie. Eh bien, c'est toujours sur la même ligne. C'est-à-dire, tu pars de Cergy, qui n'existait pas à l'époque, c'est quand même ça qui est fort. Tu passes au-dessus de l'appartement de François Mitterrand, de la tour Montparnasse, du château de Vaux-le-Vicomte, construit par Nicolas Fouquet, et puis Alésia, et puis tu arrives à Pignerol, où Nicolas Fouquet a fini le restant de sa vie. Bah oui, parce qu'on parle de l'homme au masque de fer, on a dit que c'était peut-être lui aussi, Fouquet, à l'époque. C'est probablement lui, parce que effectivement, beaucoup d'indices pointent dans cette direction. Voilà. En tout cas, Louis XIV, semble-t-il, a découvert le secret de Nicolas Fouquet. Voilà, et donc c'était à Pignerol qu'il a été enfermé, si je ne m'abuse. Voilà, docteur. Pignerol, ouais. Incroyable que tout ça soit lié, c'est toujours aussi fascinant, d'autant que on parle beaucoup de Washington, on parle beaucoup de l'étranger, on parle de la France, on s'aperçoit que finalement la France c'est le pays de l'équerre et du compas, donc voilà. Et puis on a nous on est à Boulogne là, dans le 92, et à 12 km d'ici, on a Saint-Germain-en-Laye, Versailles un petit peu plus loin, etc. Là aussi, on s'aperçoit que ces deux villes, elles ne sont pas là par hasard et qu'elles furent construites sur des lignes d'or. Eh bien oui, c'est pareil. Saint-Germain-en-Laye, le fameux château, un des plus grands châteaux de France. Bon, aujourd'hui, il en reste, il est plus comme il était, mais enfin, on est sur une ligne d'or. Versailles, c'est pareil. Louis XIV, donc comme je disais tout à l'heure, il a vraisemblablement compris que Nicolas Fouquet avait un secret. Par contre, je pense pas qu'il ait réussi à percer complètement ce secret. Donc, on sait que Versailles a été construite, donc pareil, sur une ligne d'or. Donc, ça veut dire que les architectes, en tout cas, si c'est pas Louis XIV lui-même, ces architectes faisaient partie des initiés. Ça, c'est incontestable. Enfin, en tout cas, on peut difficilement croire encore à un hasard. Et puis, un autre indice, c'est que Louis XIV, il a tout fait pendant des années pour se procurer un mystérieux tableau, un tableau quand même qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle Les Bergers d'Arcadie, de Nicolas Poussin. Et on sait que quand il a réussi à se le procurer, il l'a gardé jusqu'à sa mort dans ses appartements privés à Versailles. Donc, il y avait un secret, quel qu'il soit, caché, codé par Poussin dans ce tableau, et Louis XIV le savait. Mais est-ce qu'il a compris ce que c'était? J'en doute. En tout cas, Versailles est directement associé, encore une fois, à ce savoir. Ouais, c'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'en même temps, Versailles qui était la vitrine de la France, si tant est que on imagine que Louis XIV était lui aussi un initié, comme on le dit, fatalement, ça n'a pas été fait par hasard, quoi. Eh non, c'est pas le hasard, parce que il faut quand même rappeler que Versailles, c'était des terres assez ingrates, c'était des marécages. Il n'y avait aucune raison vraiment logique de faire un château à cet endroit-là. La seule raison logique que moi je vois,
c'est qu'on était en plein sur une ligne d'or, juste à côté de Paris. C'était donc à la fois pratique et puis en termes de sens, de sens caché, donc d'initié, c'était absolument comme Saint-Germain-en-Laye. C'était c'était idéal. Alors, tout cela m'amène à cette question, est-ce que notre chronologie historique est fausse? Alors ça, c'est une question qui reste en suspens et je pense qu'il va falloir que les Français, parce que ça, les Français s'y intéressent dans les prochaines années, parce que ça, pratiquement personne à ma connaissance, enfin très très peu, un ou deux auteurs en France seulement s'y intéressent. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on a un savoir, ce que j'appelle le savoir druidique, qui s'est perpétué de, on va dire, moins 3000 au moins, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 5000 ans. Ça veut dire que pendant 5000 ans, on a des initiés qui, dans le plus grand secret, n'ont jamais éventé un truc aussi fabuleux. Il y aurait dû y avoir des fuites. Bon, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est par exemple les pyramides de France. On a ces deux pyramides du 18e, Falicon donc, et celle du Parc Monceau, qui sont parfaitement en cohérence, on l'a dit tout à l'heure, avec la pyramide romaine, donc la pyramide de Couard, à côté d'Autun. Or, en termes de chronologie, entre les deux, on a quand même la bagatelle de 1700 ou presque 1800 ans. Alors, ça paraît énorme. Ça veut dire que pendant 1800 ans, tiens, il ne s'est pas passé grand-chose, et puis on a quand même gardé ce secret. Moi, je pose la question. On a un chercheur russe qui s'appelle Anatoly Fomenko, qui est un mathématicien absolument reconnu. Il est docteur en mathématiques. C'est quelqu'un de très sérieux à l'université de Moscou, et qui affirme, et il n'est pas seul, il a toute une école derrière lui, que la chronologie qu'on emploie aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui et qu'on pense être vraie, serait faussée. Donc, moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas dans ce sens? Parce qu'il me paraîtrait beaucoup plus vraisemblable que la chronologie qu'on utilise aujourd'hui soit fausse, plutôt que de penser que pendant 1800 ans, on est gardé dans le secret sans que personne ne sache jamais. Voilà, peut-être qu'il ne s'est pas écoulé autant qu'on le croit. Peut-être qu'on n'en est qu'à l'âge de pierre, en fait, en termes de chronologie historique aujourd'hui. Peut-être qu'on croit, parce qu'un jour, un certain Scaligère au XVIe siècle a dit voilà, la chronologie qu'on utilise aujourd'hui, elle est comme ça, et puis finalement, on l'a cru comme parole d'évangile, mais peut-être qu'il s'est un peu trompé. Voilà, je pense qu'il y a des axes de recherche intéressants dans le futur, des débats passionnants à venir sur ce thème. Je sais qu'on a fait pas mal d'émissions, même sur le récentisme, nous ici. On s'aperçoit aussi que tout ce qui est histoire, tout ce qui est marqué dans le temps, encore une fois, il y a des zones d'ombre, il y a des trous quand même, qui sont très importants. Il y a beaucoup de zones d'ombre, oui. On peut parler de Rome, on peut parler de la Grèce. Moi, par exemple, voilà, en lisant Fomenko, donc voilà, je cite Fomenko, je dis pas qu'il a raison. Simplement, c'est intéressant. Il parle du Parthénon. Et le Parthénon en Grèce, ça veut dire donc la maison ou les appartements de la Vierge. Or, on sait que le Parthénon, il a, selon l'histoire conventionnelle, été bâti en 500 avant Jésus-Christ. Donc, il aurait 2500 ans. Bon, très bien, je veux bien. Sauf que voilà, il aurait été converti au christianisme au 5e siècle, et puis voilà, donc on l'aurait donné le nom de Parthénon, qui veut dire vierge, parce qu'il aurait été dédié à la Vierge Marie. Mais selon Fomenko, en fait, il n'aurait que 650 ans, c'est-à-dire qu'on se serait trompé de 1800 ans. Ah oui. Et alors, pourquoi il dit ça? Pour une raison simple, c'est que quand il regarde l'histoire de la Grèce antique et qu'il la compare à l'histoire au Moyen-Âge grec, il voit que c'est comme un copier-coller. C'est-à-dire, c'est pas exactement la même chose, les noms changent un peu, les petits détails changent un peu, mais on a deux fois la même histoire. C'est-à-dire que les événements semblent se répéter 1800 ans après. Et Fomenko dit, c'est tout simple, c'est qu'en fait, on avait au départ qu'une seule vérité historique, le Moyen-Âge, et qu'ensuite les chronologies, il y en a une, elles se sont dédoublées en quelque sorte, et il y en a une qu'on a par erreur datée 1800 ans trop tôt, et voilà ce qui expliquerait le fait que l'histoire se répète, parce que l'histoire se répète, évidemment, on peut avoir des choses qui se ressemblent, mais quand c'est dans le même ordre, avec le même nombre d'années, les mêmes détails qui se répètent, dans le même ordre,
ça met la puce à l'oreille. Voilà, c'est très curieux. Je pense que voilà, il faut creuser ce dossier avec un esprit ouvert. Peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a raison. Je n'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Je suis pas Fomenko, j'ai pas cherché dans ce sens-là, mais je pense que ça pourrait peut-être être une clé intéressante. Qu'en disent les historiens de tout cela? Qui travaille sur ce genre de sujet? Parce que on est face à des choses étonnantes quand même. Est-ce qu'il y a des chercheurs officiels du CNRS, par exemple, qui pourraient bosser sur ce genre de choses ou pas du tout? À ma connaissance, personne ne s'intéresse à ce sujet parce que, en fait, je pense qu'il y a un a priori négatif. Moi, pourquoi est-ce que ça m'intéresse un petit peu comme ça? Parce que je pense qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert. Il faut jamais croire ce qu'on nous dit. C'est pas parce qu'on a lu dans les livres d'histoire que, voilà, on sait qu'il y a eu la Grèce antique, la Rome antique à telle époque, on nous a dit ça depuis notre enfance. Et finalement, la plupart des gens n'arrivent pas à imaginer, à concevoir que tout ce qu'on nous dit, finalement, donc non seulement à l'école, mais à la télévision, que tout ça pourrait être faux. Ouais. Mais c'est pas qu'on nous ment forcément. Je veux bien insister là, c'est pas un complot. C'est peut-être tout simplement qu'un gars, un chronologiste, se serait trompé au XVIe siècle. Ouais. Et puis, on sait très bien que quand quelqu'un fait une erreur, ensuite on la reprend, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de reprendre quelque chose d'établi que d'aller, vérifier si c'est vrai ou pas, ou qui va aller se plonger dans des livres d'histoire pendant des nuits entières, etc., qui même va avoir l'idée de penser que c'est faux. Simplement, voilà, l'histoire se répète mystérieusement. Alors, de deux choses l'une, ou bien il y a effectivement quelqu'un qui tire les ficelles là-haut et qui s'amuse à faire répéter l'histoire, ou bien, de façon plus, on va dire, soyons peut-être un peu plus scientifiques, un peu plus objectifs, peut-être qu'en fait, si l'histoire se répète, c'est que les chronologies, certaines ont été mal datées, tout simplement. Et donc, notre chronologie n'est pas tout à fait celle qu'on croit. Et je pense que voilà, les historiens qui ne s'y intéressent pas feraient bien de s'y intéresser, parce que je pense qu'il y a matière à des débats passionnants, encore une fois. C'est sûr. Sylvain Tristan, merci d'être venu ce soir nous parler de ces lignes d'or. On rappelle que le bouquin a été réédité chez JMG, donc voilà, les lignes d'or, un bouquin pour ne plus jamais dire je ne savais pas. À très bientôt, j'espère, et surtout tu viendras nous parler de Number of Gods, hein. Bien sûr, dès qu'il sortira, ce bouquin, s'il sort par l'Angleterre, eh bien tu nous le traduiras, d'accord? Eh bien, avec grand plaisir, Bob. À bientôt, Sylvain. Ciao. À bientôt, Bob. Merci. Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements, tous les soirs sur